Bonjour, c'est l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, dans cette édition, le point sur l'art contemporain dans le département, alors que ce mardi, la mairie de Quimper annonçait la fin des subventions pour le centre d'art, le quartier. Vous les voyez depuis plusieurs mois sur les bords de route, les déchets laissés par les agriculteurs pendant les manifestations de cet hiver. Alors pourquoi sont-ils encore là? Réponse dans cette édition. Et puis on ira aussi à Rochefort-en-Terre, dans le Morbihan. La commune a été désignée ce mardi village préféré des Français. L'occasion de refaire un tour dans les rues de la ville. Avec notre invité, on va essayer de répondre à toutes vos questions concernant les modes de garde pour vos enfants. André Perros, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur de la CAF du Finistère et vous nous direz tout dans un instant sur les nombreuses possibilités qui existent pour faire garder son ou ses bambins. Et à la fin de cette édition, on reçoit l'artiste Clette Abraham. Bonjour. Bonjour. Votre spécialité, faire des panneaux de signalisation de véritables œuvres d'art. Et on va découvrir tout cela dans un instant. Tout de suite, le point sur l'actualité de ce mercredi 8 juin 2016 en Finistère et en région. Et on parle d'art contemporain dans ce début d'émission. Nous vous l'avons annoncé ce mardi, la mairie de Quimper arrête sa subvention au centre d'art, le quartier. Une décision qui signe sans doute l'arrêt de la structure qui emploie 7 personnes en CDI. Dans le Finistère, ce n'est pas le seul centre d'art contemporain qui existe. On fait le point avec Frédéric Lorenzo. Porte close depuis ce mardi matin au centre d'art contemporain, le quartier à Quimper, après l'annonce de la municipalité de supprimer la subvention de 250 000 € annuels. Les salariés sont tristes. Dans 6 mois, ils fermeront ce lieu culturel installé depuis plus de 20 ans. On a juste fermé pour marquer le coup. Nous sommes en train de travailler notamment sur la prochaine exposition au Project Room qui va venir vendredi à 18 h et donc on attend un soutien nombreux. On est là pour aider les artistes. On est un échelon de l'économie et de la reconnaissance des artistes, notamment des jeunes artistes. C'est-à-dire qu'ici, on expérimente, on produit l'art de demain, celui qui deviendra le patrimoine de demain. 9 salariés vont perdre leur emploi, mais les artistes perdent aussi un soutien précieux. Exemple avec le collectif Youp de jeunes Quimperois qui préparent leur prochaine exposition. C'est un partenaire pour l'école, pour les autres villes, pour le centre d'art de Passerelle, les étudiants de Quimper profitent énormément de ce lieu. Ça leur ouvre les portes de l'art. Une pétition circule actuellement sur le maintien du quartier. Elle a recueilli déjà plus de 1500 signatures. À Brest, le centre d'art Passerelle travaille avec le quartier et perd un partenaire. Pour les centres d'art contemporain, la menace financière cache aussi une menace idéologique. Nous sommes les 2 centres d'art contemporain du Finistère et voilà, on a chacun d'une certaine manière la responsabilité culturelle d'irriguer le nord ou le sud Finistère et là la disparition du quartier crée une zone blanche. Là où je suis très inquiet, c'est en tant que président de ce réseau des centres d'art, c'est que beaucoup de contextes partout dans l'Hexagone ressemblent à celui en l'espace de quelques années à mettre à mal 25 ans de construction associative et on sait très bien que ce qu'on peut casser en quelques années mettra encore 30 ans à remonter plus tard. Le dernier vernissage du quartier a lieu ce vendredi à 18 h 30. Beaucoup d'acteurs culturels ont déjà annoncé leur venue en soutien au centre d'art. Vous les avez sans doute remarqués, depuis le mois de janvier et les manifestations agricoles, les pneus et déchets déposés par les agriculteurs sur les bords des routes n'ont toujours pas été enlevés. En tout, sur les axes du Finistère, ce sont près de 2000 tonnes de déchets qui restent à retirer. Une centaine de camions seront sans doute nécessaires pour faire le ménage. En région, la facture est estimée à près de 2 millions d'euros. Alors pourquoi ces opérations sont-elles si longues? Élément de réponse avec TVR 35. Nous sommes aux abords de la Nationale 12, la route qui relie Rennes à Brest. Et voici les vestiges des anciens mouvements des agriculteurs. Voilà 4 mois que cette centaine de pneus orne le bas-côté de la 4 voies. Une situation qui n'est pas exceptionnelle. 3 sites comme celui-ci sont éparpillés dans tout le département. Une grande partie a déjà été enlevée juste après les manifestations. Il nous reste 3 tas de déchets là, pour environ 300 à 400 tonnes. Sur lesquels nous avons dû passer des appels d'offres parce qu'il y a des déchets divers et variés à l'intérieur. Une démarche qui peut prendre plusieurs mois puisque pour retirer ces résidus, il faut faire appel à des spécialistes.
Ils ne sont pas extrêmement dangereux, mais il faut prendre des précautions pour pouvoir les enlever. Par exemple, pour les plaques fibrociment, on peut soupçonner d'avoir de l'amiante, donc il faut avoir une entreprise qui est agréée pour enlever l'amiante. D'après les agriculteurs, c'est aussi par le blocage des routes via les déchets que le message est entendu. Il faut éventuellement, malheureusement, bloquer et éventuellement brûler aussi des fois pour se faire entendre, que ce soit des citoyens, des consommateurs et surtout des politiques. En Bretagne, environ 4000 tonnes de déchets jonchent les routes. Les dernières traces des manifestations seront retirées d'ici la fin du mois de juin en Ille-et-Vilaine. Le coût total de ces opérations ne nous a pas été communiqué, mais en mars dernier, l'ancien préfet de Bretagne avait annoncé que la remise en état des routes bretonnes était évaluée à 5 millions d'euros. Des pizzas ou des crêpes aux algues, de nouvelles recettes qui vont venir enrichir la gastronomie bretonne. Une vingtaine de pizzaiolos et de crépiers ont répondu à l'invitation du centre de formation du Morbihan. Alors qu'est-ce que ça donne dans l'assiette? Réponse avec Karine Chevrolier de TB Sud. Laissez de côté la classique 3 fromages et imaginez un instant une pizza aux accents marins. Dulce, wakame, spiruline, nourri, autant d'algues qui pourraient faire leur apparition dans la mythique préparation italienne. C'est du moins ce que propose le centre de formation d'Auray aux professionnels du secteur. Ça a été un pari en fait, hein. C'est vrai que les algues aujourd'hui on en trouve un peu partout, j'ai envie de dire, de plus en plus c'est une filière qui se met en place. Et donc on a élaboré ce produit de formation qui n'existe pas. Donc voilà, donc on a osé, on a travaillé avec Magali pendant plusieurs jours, enfermé dans notre laboratoire pour mettre au point une douzaine de recettes. C'est aussi être novateur dans notre secteur d'activité, donc c'est se dire on va proposer un produit de formation pour qu'ils puissent se démarquer eux-mêmes, enrichir leur clientèle, développer leur chiffre d'affaires. À travers cette nouvelle formation, l'AFPA et le Greta de Vannes s'attellent à valoriser un produit de territoire encore peu exploité dans les préparations culinaires. Reste à convaincre les principaux concernés, restaurateurs comme clients. C'est agréable, c'est surprenant. Les algues sont là pour sublimer les autres aliments et du coup c'est vrai que ça a son cachet, quoi. Je pense qu'en proposant effectivement une ou deux pizza avec un petit côté terroir de Bretagne, les algues de Bretagne, etc., ça peut être un plus. Il faut juste habituer les gens et en fait leur faire passer ce petit palier psychologique. Il faudrait avoir nos pizzas à nous habituelles et mettre des algues pour vraiment pouvoir comparer le goût, à mon avis, personnellement. Après, effectivement, dans le travail, au vu de la déco, c'est clair que ça va pas assez vite nous pour dans la pizza à emporter. Et moi, je sais que l'été, les plus grosses journées, ça nous ferait perdre trop de temps. Après, dans l'idée, si on trouve quelque chose avec des algues qui rentrent dans nos cordes au niveau temps, prix et tout le reste, moi, je les trouve bonnes, donc il n'y a pas de raison, je pense qu'elle marchera. Pour les professionnels intéressés, les formations seront dispensées à partir de septembre prochain. Des formations sur 2 jours allant de la collecte des algues aux préparations culinaires. Direction Rochefort-en-Terre. À présent, dans le Morbihan, la commune a été sacrée sur France Télévisions village préféré des Français. 12 autres villes étaient en compétition. Un succès suivi par plus de 2,5 millions de téléspectateurs. Une exposition médiatique qui devrait avoir des conséquences pour la commune. Fanny Coconnier de TB Sud nous en dit plus. C'est la photo du jour à Rochefort-en-Terre. Les touristes de passage immortalisent un souvenir avec la plaque apposée hier soir sur la façade de l'office de tourisme. Ce mardi soir, 300 personnes étaient réunies ici, devant un écran géant, pour assister à la victoire. La ville de 674 habitants a fait la fête jusqu'à 2h du matin. Et aujourd'hui, il faut gérer l'après dans cette petite cité de caractère qui accueille déjà 500 000 visiteurs par an. On attend 500 000 personnes environ en plus sur Rochefort, voire plus, hein, les autres candidats qui ont gagné, Ploumanak notamment l'année dernière, ont multiplié par 2 la fréquentation. Donc c'est minimum 500 000 personnes en plus. On a commencé à communiquer dès le 17 mai, premier jour des votes. Il y a eu un impact très immédiat avec déjà des réservations dans les hébergements. Et ce matin, des hébergements dans des campings, dans des chambres d'hôtes qui sont venus. Et ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est aussi le but de l'opération, même si c'est un jeu. On se prend tous à jouer sérieusement parce qu'il y a un impact économique considérable
immédiat. La ville et les commerçants espèrent des créations d'emplois liées à cette nouvelle notoriété. Des revenus générés par les parkings devraient également retomber dans les recettes de la ville, mais aussi des taxes de séjour pour la communauté de communes. Mais les élus restent vigilants. Déjà aujourd'hui, on mesure l'afflux supplémentaire des touristes et ça va être un petit peu compliqué à gérer au niveau stationnement, circulation et puis nettoyage, tout ça. Plus il y a de monde, plus il y a de boulot pour les gars de la commune. Les stationnements, évidemment, c'est le gros problème. On a des solutions, mais il va falloir les mettre en place et selon le nombre de visiteurs, on aura des problèmes ou pas. Mais bon, on espère qu'ils vont venir, mais pas trop à la fois, quoi. Pour se faire épauler, la commune est en relation avec les précédents vainqueurs de l'émission de France 2. Déjà, des contacts doivent être pris avec la préfecture pour résoudre les difficultés qui s'annoncent. Accueillir plus de visiteurs, mais toujours dans de bonnes conditions, c'est maintenant le défi pour la petite cité star de ce mercredi. Et on parle à présent enfants, comment les faire garder, combien ça coûte? Réponse avec notre invité. André Perros, vous êtes le directeur de la CAF du Finistère. Et pour commencer, combien d'enfants sont gardés dans le Finistère? Alors environ 50 000 enfants sont concernés par les modes de garde dans le Finistère. Et combien de places existent dans le département pour garder ces 50 000 enfants? Alors le Finistère est un département plutôt bien pourvu. Parce qu'on peut dire que pour 100 enfants de moins de 3 ans, on a 70 possibilités de garde, que ce soit à travers des places en crèche collective. On a plus de 3300 places, mais sachant qu'une place peut accueillir plusieurs enfants. Oui, ça dépend des créneaux. Ça dépend des créneaux, etc. Donc sur une seule place, on peut avoir jusqu'à 3 ou 4 enfants. Et on a aussi un mode de garde par les assistantes maternelles, qui sont nombreuses, puisqu'on a plus de 6500 assistantes maternelles pour accueillir plus de 20 000 places d'enfants qui peuvent être gardés par ce moyen-là. Alors, à la CAF, vous proposez tout un parcours pour prendre en charge l'enfant de l'annonce de la grossesse, du début de la grossesse jusqu'à l'arrivée de l'enfant et jusqu'aux 3 ans, alors c'est ça? Après, c'est l'école. Après, c'est l'école. Et on va voir même que maintenant... Comment ça fonctionne? Alors, le parcours, c'est bien le sens de notre offre de service autour de l'arrivée de l'enfant. Et dès que la grossesse s'annonce, il suffit de faire sa déclaration sur le caf.fr. Et à partir de ce moment-là, tout le dispositif se met en place. Et on invite aussi les parents à venir à des séances collectives pour pouvoir connaître l'ensemble de leurs droits, l'ensemble des démarches qu'il faut faire. Et ces démarches collectives sont organisées par la CAF, mais aussi avec le concours de la Caisse primaire d'assurance maladie, de manière à pouvoir donner l'ensemble des informations aux futurs parents. Alors pour en revenir au mode de garde, à partir de quel moment dans ce parcours on doit commencer à chercher un mode de garde pour son enfant? Pendant la grossesse, une fois que l'enfant est arrivé, comment est-ce qu'on s'y prend? Alors moi je pense que le plus tôt c'est le mieux. Avant que l'enfant ne soit conçu. Alors peut-être pas, mais je trouve que dès que l'enfant est conçu et dès qu'on a la déclaration de grossesse, je pense qu'il est prudent de commencer à rechercher un mode de garde, sachant qu'il y a pour cela aussi beaucoup de modes d'information à disposition. Il y a un site qui s'appelle monenfant.fr sur lequel beaucoup, notamment d'assistantes maternelles, sont référencées. Et celles qui ne le sont pas, je les invite à le faire pour que le site soit le plus complet possible. Et sur ce site-là, il y a toutes les informations permettant aux parents de savoir quelles sont les assistantes maternelles qui exercent dans la région où elles se trouvent. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a un mode de garde qui est plus simple, plus pratique, plus disponible peut-être, assistante maternelle, crèche? Qu'est-ce qu'il vaut mieux privilégier pour être sûr d'avoir une place le plus tôt possible? Alors, ça dépend du choix des familles et des situations professionnelles, également des familles. Le mode de garde qui revient le moins cher aux familles, c'est le mode de garde en crèche collective. Parce que la CAF finance ces modes de garde collectifs en fonction des ressources de la famille. Donc, moins la famille a de ressources et moins la contribution de la famille est importante. C'est pour ça que c'est un moyen vraiment... Pour les budgets serrés, on essaye d'aller en crèche. Exactement. C'est le mode de garde qui revient le moins cher aux familles. D'accord. Est-ce qu'il y a entre zone urbaine, zone rurale, Brest, Quimper et le centre de la Bretagne par exemple, est-ce qu'il y a des disparités? Des endroits où c'est plus facile de trouver peut-être des crèches ou des assistantes maternelles? Oui, vous avez raison. Il y a encore des disparités sur le département, bien qu'on soit un département plutôt bien pourvu. Et c'est tout l'objet du travail que nous sommes
sommes en train de mener aujourd'hui, en partenariat avec le préfet, le conseil départemental, pour élaborer justement le diagnostic des besoins et déterminer les zones sur lesquelles il faudra qu'on offre des services en priorité. Et le mode de garde sur une zone rurale ne sera pas du tout le même que celui d'une zone urbaine comme Brest ou Quimper. Donc à nous d'adapter aussi le mode de garde en fonction de la situation de chaque territoire. Alors justement, on va voir à présent un reportage sur des assistantes maternelles et celles-ci s'adaptent aux parents, en tout cas à l'offre, puisqu'elles proposent de garder les enfants à des horaires dits atypiques. Une vraie aide pour les parents. On regarde le reportage de Geoffrey Lapérouza. Qu'est-ce que tu veux? Dehors ou Axel? Allez avec Axel dehors. Voilà. Pour Véronique, assistante maternelle, la journée de travail commence à 6 h du matin. Cette nounou fait partie du réseau Babillage, un service de garde à domicile brestois. Chaque jour, elle accueille 4 enfants. Sa spécificité, proposer aux parents des horaires de garde élargis avant 7 h et après 19 h. Les plus petits, souvent, regardent avec leur rocher et choses comme ça. Surtout les plus grands bougés, eux, ils se roulent par terre. Ils font de la gymnastique. Et pour les plus grands, on peut commencer à faire des jeux. Les parents de ces enfants travaillent tous au CHU de Brest. L'hôpital dépense 9 000 € par place. Il en a acheté 10 cette année. Pour l'employeur, 2 intérêts, proposer un mode de garde adapté aux horaires de ses salariés et aider les parents financièrement. La facture mensuelle est répartie entre l'hôpital, la CAF et les parents. Cette maman aide-soignante débourse seulement 80 € par mois pour 36 heures de garde par semaine. Je commence parfois à 6h30 le matin et des fois il m'arrive de terminer à 21 h le soir. C'est pas des horaires qu'on peut trouver en crèche. Du coup, seule une assistante maternelle peut répondre à ces horaires atypiques. C'est vrai que le côté nounou, petit cocon quand même, quoi, aussi, c'est plus familial. L'association Don Bosco, qui gère ce service d'accueil, peine cependant à trouver de nouvelles assistantes maternelles. Des horaires atypiques freinent les candidatures et pourtant la demande des parents est bel et bien là. La demande est tellement importante, donc on a actuellement eu une demande d'une centaine de places. Et le CHU de Brest est tout à fait disposé à acheter des places supplémentaires. Nous sommes en négociation pour savoir combien de places. L'association Don Bosco propose près de 350 places de garderie dans le département. Elle emploie 3 assistantes maternelles et a ouvert 10 crèches dans le Finistère. Alors vous disiez tout à l'heure que les crèches collectives c'était pour les budgets plus serrés. Là on a entendu dans le reportage 80 € pour une maman par mois, c'est vraiment pas cher. Sinon les assistantes maternelles ça coûte beaucoup plus d'argent normalement. L'assistante maternelle, ça coûte plus cher que la garde collective, mais c'est très difficile de donner des moyennes là aussi, puisque en fonction du système de garde, vous pouvez avoir affaire à ce qu'on appelle page emploi, qui prend en charge une partie des cotisations. Voilà, donc il y a des aides, mais qui sont là aussi variables selon les ressources. Donc c'est pour ça que on ne peut pas comparer la situation de son voisin, par exemple, avec la sienne. Il faut s'adresser à vous. Il faut vraiment s'adresser à la CAF. Quelles aides une fois qu'on a choisi le mode de garde que l'on souhaite pour son enfant. Et on le voit également dans le reportage, c'est le CHU de Brest qui a acheté des places, une dizaine de places pour ses salariés. Est-ce que c'est une pratique répandue dans le département et en quoi est-ce que ça consiste, cet achat de places ? Alors c'est une pratique qui a tendance à se développer et qu'on encourage fortement, puisque aujourd'hui dans le Finistère, ce sont environ 70 entreprises qui sont engagées dans ce mode de garde pour permettre également à leurs salariés d'être dégagés de ces préoccupations, et c'est une très bonne chose. La CAF a organisé l'an passé un colloque sur ce sujet-là pour inciter davantage d'entreprises à se lancer dans cette initiative qui est soutenue financièrement par la CAF, comme l'a dit le reportage, et quel que soit le statut de l'entreprise, qu'il soit privé ou public, il y a une possibilité de contribuer à une aide pour la création de ces places. Donc là encore, parents, employeurs, on vient vous voir à la CAF. Voilà. Merci. L'adresse unique, le relais assistante maternelle, il y en a dans pratiquement toutes les communes, et c'est vraiment le guichet unique en dehors du site monenfant.fr pour pouvoir avoir accès à quelqu'un qui vous explique tous les modes de garde disponibles. À toutes les informations. Merci beaucoup André Perros d'être venu sur notre plateau nous en dire plus. On retrouve toutes les informations sur notre site internet www.tbo.bzh et on passe tout de suite à l'instant culture avec Clette Abraham, détourneur de signalisation.
Alors Clette Abraham, vous êtes en résidence dans le département, plus précisément à Brest, et vous essaimez vos œuvres dans toute la ville. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de revenir travailler ici? Vous étiez déjà venu plusieurs fois, déjà une première fois je crois. Alors je suis venu pour la première fois l'été dernier et ça s'était mal passé. Donc en fait je suis bien content de pouvoir revenir et que ça se passe bien. J'ai été mal reçu par les autorités locales la première fois que je suis venu et le directeur des musées des Beaux-Arts de Brest a récupéré l'idée de mon travail et a voulu en faire quelque chose au contraire de très constructif et positif, a trouvé des accords avec différentes mairies de la métropole. Et donc vous pouvez essaimer votre travail. Donc je peux essaimer mon travail, surtout dans le relais Quérillon et surtout à Recouvrance, mais bon, en fait, je me perds entre les deux. Donc vous avez accepté de revenir. L'ambiance vous avait plu déjà la première fois, même si ça s'était mal passé? Alors disons que pour moi, Brest, en fait, je suis breton d'origine, mais je ne connaissais pas Brest, et Brest était un symbole pour moi. C'est-à-dire que c'est un petit peu la ville qui, bien que ce soit une ville française, qui quand même représente la Bretagne profonde, quelque part, la Bretagne, disons, maritime, surtout. Et donc je tenais beaucoup, je voyage dans tout le monde entier pour faire mon travail, je tenais beaucoup, étant breton, à avoir un lieu, disons, effectif où mon travail soit bien présent. Donc Brest me semblait intéressant pour ça, quoi. Et vous inspire, ça vous a donné de nouvelles idées? C'est une ville étonnante, je dois dire, qui m'inspire. Alors sur les panneaux, j'ai fait un panneau, un sujet qui est spécial Brest, où j'ai repris le bachi. Je ne sais pas si on prononce ça comme ça bien. Oui, c'est ça, c'est le chapeau, le chapeau des marins. avec le pompon rouge, que c'est esthétiquement c'est très fort, puis c'est amusant parce que c'est plutôt clownesque si l'on veut, alors qu'en fait ça parle de la marine militaire, quelque chose de très sérieux. J'aime bien ce contraste comme ça symbolique. Donc j'ai repris cet élément pour Brest, c'est un hommage à Brest. Et puis sinon, bon, c'est mes idées générales et universelles qui sont développées ici. Que vous reprenez, qu'on connaît. Le Japon notamment, où vous avez eu aussi de sacrés démêlés. Votre compagne avait été arrêtée carrément. Ça n'en était pas arrivé là à Brest quand même. Non, enfin Brest, j'ai été arrêté moi, ce qui est quand même mieux. Ah, quand même. Oui, quand même. Moi, j'ai été arrêté, ils ont séquestré mon matériel sans vouloir me donner de reçu. Et puis ils l'ont détruit par la suite. Donc c'était pas très correct. Mais au Japon, c'était bien pire. Ma compagne a été arrêtée parce que moi, je suis allé au Japon avec elle. Je suis revenu avant elle. Elle est japonaise. Elle est restée chez sa mère quelques jours en plus. La police s'est intéressée à mon travail. Elle l'a arrêté, elle. Ouais. Ce qui est important pour eux, c'est d'avoir un coupable. Ce qui qualifie votre travail de délinquance, d'infraction au code de la route. Alors qu'on imagine que pour vous, justement, une partie de la symbolique de votre travail réside justement dans l'utilisation de ce parc public que sont les panneaux de signalisation. Tout à fait. Mais il y a de grosses contradictions. En fait, dans l'interprétation de mon travail, pour moi, c'est très clair. L'objectif productif et positif de mon travail est très clair. Mais par exemple, la préfecture de police de Paris m'a engagé pour donner des leçons dans des écoles de Paris. Les leçons consistaient tout simplement à présenter mon travail, sans filtre, sans parler de dégradation ni quoi que ce soit. Absolument pas. Et l'objectif de la préfecture, c'était que si les enfants cherchaient mon travail, les enfants s'intéressaient aux panneaux. Tout simplement. Ils apprenaient un peu le code de la route aussi. Voilà. Votre père, Jean-Pierre Abraham, était écrivain et il a aussi été gardien de phare. Est-ce qu'une expérience artistique sur ces lieux isolés pourrait vous intéresser? Alors, il y a beaucoup moins de panneaux de signalisation sur les phares, mais est-ce que c'est un lieu qui pourrait vous parler? C'est un lieu fascinant, bien sûr. Mon père était gardien de phare à Armennes, donc c'est un des phares les plus extrêmes. Je pense que quelque part, ça fait partie de moi. Donc, je le porte en moi, cette expérience, quelque part. C'est déjà fait, je dirais. Oui, vous n'êtes jamais retourné sur un phare? Je suis allé à Armennes une fois, oui, même si on pouvait pas monter, mais disons que j'ai fait une fois la relève. Mon père n'y était plus, mais bon, avec lui pour un reportage justement. Donc je suis allé une fois. Alors vous avez rencontré lors d'un de nos magazines bretons d'ailleurs, parce que vous vivez en Toscane, vous êtes breton d'origine, mais vous habitez en Italie. Vous êtes né en Bretagne, vous avez résidé un petit peu ici. Ça ne vous manque pas la Bretagne finalement? Vous dites que ça vous inspire, que c'est étonnant. Je me sens profondément breton. Je revendique en Italie le fait d'être breton et non pas français. J'insiste bien là-dessus. Mais cela dit, ce qui me manque beaucoup de la Bretagne, en fait, c'est l'océan. Parce que la Toscane est un très beau pays. Puis c'est un croisement, donc il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mouvements. La Bretagne, par contre, c'est un cul-de-sac, donc où on y va, mais on n'y passe pas. Mais ce qui me manque, par contre, c'est l'océan. C'est pas la mer, c'est différent, parce qu'en Italie, il y a la mer, il y a la Méditerranée, mais c'est deux choses très très différentes. L'océan a une énergie qu'on ne retrouve pas. La Bretagne a une énergie au niveau de ses côtes, de ses marais, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Merci beaucoup, Clette Abraham, d'être venue sur notre plateau. Et on rappelle aux curieux, passants, amateurs d'art, de scruter à présent les panneaux de signalisation de Brest à la recherche de vos œuvres. Et de venir à Dialogue. Vous êtes en signature, il y a un livre sur le projet à Brest.
sur le projet. Ouais. Voilà, et vous serez en dédicace donc samedi à la librairie Dialogue à Brest. Voilà. Avant de se quitter, un extrait de ce qui vous attend sur votre antenne finistérienne, c'est le Focus Programme. Et ce jeudi à 20h45, retrouvez portrait de Mélionnec. Les habitants de cette commune des Côtes d'Armor passent devant la caméra. Plusieurs portraits se succèdent et on en regarde un extrait. Je sais que dans toi, t'es pas timide, t'es pas quelqu'un de timide, quoi, mais que t'es bloqué, t'as un truc qui te bloque, quoi. Et du coup, moi, j'ai pris la méthode de me foutre des coups de pied au cul. et je pense que c'est pour ça que je suis partie loin, qu'il fallait que je parte, qu'il fallait que je me prouve que je pouvais aller toute seule. Et pourtant, à chaque fois, je flippais, j'étais là, mais putain, pourquoi je fais ça? Mais pourquoi je me demande ça? En même temps, voilà, j'aurais pas changé si j'étais restée. Enfin, je pense qu'à un moment, il faut se confronter au truc, quoi. Sinon... Mais je savais pas, en fait, je savais pas ce que je voulais faire. Hein. C'est difficile de savoir à 18 ans ce que tu veux faire dans ta vie, quoi. Enfin, je sais pas, il y en a peut-être. J'envie les gens qui à 18 ans, qui ont toujours eu une passion, qui se sont dit ah, ce sera ça, ce sera ça, ce sera ça. Moi, j'avais pas ça. Merci à vous deux d'être venus sur le plateau de TBO. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée.